j'estime et j'assume que 2025, c'est une année où on pouvait se souhaiter la bonne santé. Oh. 2025, c'était l'année où pour souhaiter une bonne santé en bourse. Ouais. C'est ça votre message. Qu'est-ce qui va pas, Frédéric ? Tout va bien, justement. C'est ça qui est étonnant. C'est que on avait commencé avec la nomination notamment d'un personnage un peu sulfureux aux États-Unis à la tête du ministère de la Santé, avec un énorme coup de pression sur le secteur, donc santé, healthcare aux États-Unis, pour plein de raisons. Alors, c'était un anti-vax, une grosse pression sur les tarifs également, et que depuis 2 mois, alors vous savez, il y a eu le passage, l'épisode notamment de la signature d'accord à la Maison-Blanche, le fameux épisode où il s'est passé quelques événements durant cette signature d'accord. Le secteur de la santé a fait plus 18%. Secteur S&P Healthcare, donc de la santé, a fait plus 18% sur les 2 derniers mois, contre un indice américain qui a progressé seulement de 2%. C'est assez impressionnant. Alors pourquoi ? Parce que je pense globalement que les investisseurs sont plus à la recherche d'une croissance visible quelque part, un matelas de sécurité, un peu de dividendes, et la remise en cause qu'on a eue récemment, notamment sur l'AI, profite à ces secteurs dans un cadre de réallocation globale. Et vous dites quoi ? Que maintenant, le secteur de la santé, maintenant qu'il a rebondi depuis 2 mois, est à son prix, et que les grands labos, eux, sont à son prix, peut-être pas le reste. Enfin, comment est-ce qu'il faut imaginer la suite ? Alors, ce chiffre-là, il faut le nuancer tout de même, parce qu'il a été un petit peu en trompe-l'œil, car on a eu un phénomène, et je trouve que c'est passé sous les radars. Eli Lilly, quand même, passe la barre des 1000 milliards de dollars. Alors, on fait des pataquès quand c'est de la techno qui franchit les 1000 milliards. Ah mais non, on en a bien parlé, franchement. Oui. Voilà, mais je trouve que... On se demandait qui n'écoutait pas BFM Bourse. C'est donc vous qui n'avez pas suivi BFM Bourse. Je le regarde qu'en replay, j'ai dû rater un replay. Mais c'est vrai que, pour une fois, on a un secteur une entreprise hors tech qui progresse et qui franchit cette zone des 1000 milliards. On a eu dans le sillage des belles publications, donc on a eu Merck aussi, qui a progressé de manière assez significative, Illumina notamment dans le séquençage ADN, et plein d'acteurs, Edward Life Science dans l'équipement. Donc beaucoup d'entreprises qui en plus, généralement c'était aux alentours du 30 octobre, ont publié des chiffres qui en termes de chiffre d'affaires est à peu près 10% au-dessus des attentes en moyenne, et sur les bénéfices, c'est quasiment 20% au-dessus. Donc c'est au-delà même de ce qu'on a eu sur Nvidia, si vous voulez, en termes de surprise. Je ne parle pas en termes de montant, mais en termes de surprise. Donc il y a un phénomène de rattrapage qui est tout naturel sur ce secteur aux États-Unis, parce que ce n'est pas la même sauce en Europe. Et oui, je regardais justement Sanofi là, pendant que vous parliez, même si c'était très intéressant, mais pendant ce temps, je regardais aussi Sanofi. Moins 8% depuis le début de l'année encore, Sanofi. C'est-à-dire que le secteur de la santé américain rebondit fortement, et là, Eli Lilly, comme symbole de tout ça, c'est dingue, plus 43% en dollars depuis le début de l'année. Là où Novo Nordisk est à moins 43, et Sanofi encore à moins 8 depuis le 1er janvier. Oui, Sanofi, Novo, effectivement. Alors c'est un peu moins vrai sur les pharmaceutiques suisses, notamment. AstraZeneca, c'est un peu meilleur, mais c'est vrai que c'est assez disparate, au gré aussi des accords qui ont été signés, tarifaires aux États-Unis. Et on voit, il y a quelques décisions un peu surprenantes qui ont plutôt défavorisé les entreprises européennes, notamment dans les accords signés avec les Américains. Pour la suite, vous miseriez sur une poursuite du rallye haussier du secteur de la santé, et si oui, quelle valeur ? Je pense que c'est pas fini. Globalement, c'est pas fini. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en retard. Je regarde énormément plutôt ce qu'on appelle les équipementiers. Donc, je parlais tout à l'heure d'Edward Life Science, on a des Becton Dickinson également. Donc là, on est dans pas forcément de la big pharma, mais tout ce qui est équipement médical. Pfizer n'a pas fait grand-chose également. Donc je pense que si le mouvement doit s'installer, il doit s'installer de manière aussi un peu plus large. Et je pense aussi que le secteur pharma européen va bénéficier quand même de cet environnement plus favorable. Et on devrait avoir un réveil, et même sur des secteurs et des thématiques un peu dures comme Novo aujourd'hui. Je la regarde d'un côté un peu plus bienveillant, en me disant que sur ces niveaux de valo, on est très très sous-valorisé, on est value pour le coup, même avec les décisions, les nouvelles un peu moins favorables, notamment sur l'Alzheimer qu'on a eu cette semaine. Alors là, vous livrez effectivement sur l'Alzheimer, il y a une déception pour. Oui, mais honnêtement le potentiel de hausse que pouvait apporter cette nouvelle ne justifiait pas une baisse de 10%, et vous l'avez vu, on l'a totalement gommé cette sanction boursière quasiment en 2 jours.
Vous évitez, enfin sciemment ou pas, je sais pas, d'évoquer les biotech. Il se trouve que les biotech cette année vont un peu mieux. Les biotech françaises d'ailleurs, en tête de proue des performances européennes. Il y a un vrai truc qui se passe sur les biotech. Oui, il y a clairement un phénomène de rattrapage. Il y a un bon nombre de biotech qui sont à 50-100% de hausse. C'est un secteur, honnêtement, que je maîtrise moins et qui est beaucoup plus douloureux à gérer, difficile, pardon, à gérer. Parce que c'est qui tout double, hein, ça passe ou ça casse. C'est vrai. Chacune d'entre elles. Alors, il y a par exemple des acteurs qui sont assez intéressants, qui sont spécialisés notamment dans la gestion des royalties pharma. Royalty Pharma, par exemple, qui vont acheter la partie de royalties de ces sociétés-là qui sont en difficulté et donc qui vont avoir un partage des revenus à venir. Donc ça, c'est peut-être aussi une manière de jouer ce secteur avec un peu moins de risques. Secteur de la santé, donc 2025 était l'année pour souhaiter une bonne santé en bourse. C'est pour ça que vous êtes arrivé. Surtout, je ne l'aurais pas dit il y a 2 mois. C'est votre message, exactement. C'est votre message du jour au marché. Et effectivement, il est nouveau et on espère qu'il puisse durer aussi en 2026. Et qu'en 2026, en bourse, on aura tous une bonne santé, un bon secteur de la santé, des belles performances. Est-ce que le rallye de fin d'année est ouvert ? Est-ce que vous déclarez aujourd'hui ouvert sur les indices européens et américains ? Le rallye de fin d'année, on est sur une 4e hausse d'affilée aujourd'hui en Europe et Wall Street hier aussi a signé une 4e hausse d'affilée. Alors, un rallye n'arrive pas le 31 décembre, c'est généralement un peu plus tôt. Donc s'il y a un phénomène de rallye, je dirais que c'est dans les 10 jours qui viennent. Voilà, ça devrait être joué dans les 10 jours qui viennent. Mais est-ce qu'on sera beaucoup plus haut avec cette rotation sectorielle qui se met en place ? Voilà, quelques interrogations sur la valorisation de l'AI. On ne sera pas forcément beaucoup plus haut, mais il y a peut-être encore un petit potentiel, 2-3% peut-être, grand maximum sur les marchés, ce qui est déjà pas mal, mais pas forcément beaucoup plus. Mais quand vous voyez le nombre d'interrogations qu'on avait il y a encore une semaine, où on se demandait si les marchés étaient voués à craquer, si on était en bulle et que désormais un cycle baissier était en train de s'enclencher, on en était là il y a une semaine et on a déjà largement effacé toutes ces pertes. Le S&P n'est plus qu'à 1% de son plus haut historique. Vous vous dites quoi ? Que le cycle haussier est amené à durer ou qu'on est malgré tout quand même au bout de ce cycle haussier ? Merci la Fed quand même. Merci la Fed. Parce que si on n'avait pas eu ce volte-face finalement dans les anticipations de baisse des taux, je pense que le mouvement aurait été peut-être d'un peu plus grande ampleur. Donc là, on a un scénario où il y a peu de temps, on était sûr qu'il allait y avoir des baisses de taux. On a un scénario où on est revenu en arrière. Et de nouveau, maintenant, beaucoup anticipent une baisse de taux en décembre. Donc ça aide quand même, cette interrogation-là aide quand même le marché à limiter la casse et à pouvoir se poser et à se stabiliser sur ces niveaux élevés. Et en plus, il y a de vrais espoirs sur les ventes de fin d'année. Bien qu'on parle d'une économie en cas, il semble que les ventes de fin d'année nous amènent peut-être vers un nouveau record de consommation. On devrait, d'après le consensus, franchir les 1 000 milliards de dollars de dépenses aux États-Unis. C'est l'association des détaillants qui a donné ce chiffre de 1 000 milliards avec 190 millions de consommateurs aux États-Unis sur 4 jours, avec bien sûr le Black Friday, mais il y a le Cyber Monday qui suit. Oui. En vérité, c'est très difficile cette histoire de Black Friday parce que lorsque vous suivez par exemple des acteurs comme Amazon, ça fait quasiment 1 mois et demi qu'ils sont en solde et que les soldes se diluent. En vérité, maintenant, on parle de Black November, c'est-à-dire que ça dure tellement longtemps que les phénomènes de Black Friday et Cyber Monday, il faut le minimiser parce qu'il est sur la grande période. Alors attention, peut-être que le panier sera peut-être revu un petit peu à la baisse. Et les interrogations qu'on a aujourd'hui, c'est qu'au regard de l'inflation, en tout cas supportée par les détaillants, au regard notamment de l'inflation des inputs, des intrants, on risque d'avoir effectivement des ventes correctes, un chiffre d'affaires qui va exploser à la hausse, mais en termes de marge, je pense qu'on va se serrer un petit peu la ceinture pour les vendeurs pour absorber cette hausse de prix.